type du dashboard. On a changé aussi les couleurs de notre dashboard. Maintenant, nous allons nous attaquer à la partie qui est la plus importante, qui sont les données. Donc, pour s'attaquer à cette partie, c'est très simple. Dans les fichiers que vous avez téléchargés, on va lancer. Actuellement, je suis dans le répertoire où j'ai téléchargé le programme ou le dashboard en tant que tel. Je vais ouvrir un éditeur qui me permet de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Donc, l'éditeur que j'utilise, c'est le Visual Code. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser un autre éditeur. Ce qu'il vous faut, c'est juste avoir ce que l'on appelle un éditeur de texte. Si vous avez un éditeur de texte, ça veut dire l'outil le plus basique qui vous permet de lire juste le texte. Le plus basique, hein, pas le Word, hein, et autre chose que du Word. Donc, si vous avez un outil différent du Word, vous aurez la possibilité de pouvoir regarder vite fait les différents éléments qui sont là. Donc là, je suis sur un éditeur qui s'appelle Visual Code, mais vous pouvez prendre votre éditeur préféré. Dans les fichiers que vous avez téléchargés, il y a un dossier qui s'appelle Data ou Data, c'est comme vous voulez. Dans ce dossier, nous avons deux fichiers qu'on va regarder ensemble. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous n'avez rien raté. Nous avons ouvert l'emplacement où on a téléchargé le dashboard. Et dans cet emplacement, nous allons regarder vite fait comment changer les données de notre dashboard. Donc, si on revient sur notre dashboard, si vous regardez bien, ce dashboard qui est devant nous s'arrête à la date du 22 mars. Et les informations que vous voyez là sont les informations de la date du 22 mars. Donc, si on veut mettre à jour ce dashboard, c'est très simple. Il faut aller dans l'emplacement où vous avez téléchargé le dashboard et vous double-cliquez sur le fichier qui est là, qui se trouve dans le répertoire data. Ce premier fichier, on l'a appelé convit19.csv. C'est un fichier que vous pouvez aussi bien ouvrir sur un éditeur comme le Visual Code ou vous pouvez aussi l'ouvrir avec du Excel. Par exemple, si je lance mon Excel, il m'est tout à fait possible d'ouvrir le même fichier sur Excel et de l'éditer sans problème. Vous voyez quel outil vous voulez utiliser et après, libre à vous de l'éditer. Donc, nous, on préfère rester sur Visual, mais je vais l'ouvrir quand même sur mon Excel pour que vous voyez que ça marche aussi sans problème. Donc, je vais aller sur l'emplacement où se trouvent les fichiers. Donc, les fichiers en tant que tels se trouvent dans la machine, dans un dossier qui s'appelle Convit. Et dans le dossier Convit, il y a le dossier qui est là, Data, et dedans, il y a le premier fichier sur lequel on travaille qui s'appelle Convit19.csv. Donc, Excel me pose des questions, donc je réponds oui par défaut. Et je vais voir l'information s'afficher sous forme de colonne qui est là. Alors, donc, libre à moi de rajouter une ligne tout à fait au début et de mettre les infos. Donc, je vais le faire ici de manière plus simple. Par exemple, si je prends la date d'aujourd'hui, qui est la date d'avril, du 1er avril, je fais comme suite. Je dis 1er avril, nous avons eu comme cas importé, disons 15. Comme cas, nous avons eu 15 cas déjà. Et dans ces 15 cas, nous en avons eu 14 qui étaient de contact. Et ici, nous avons
un cas importé et 0 cas communautaire. Et au total, si vous regardez bien, ici, j'avais 67. À 67, si je rajoute 15, quelqu'un peut me dire combien ça fait? Oui, je vous écoute. 67 plus 15. Personne? Il faudra que je sorte ma calculatrice. Ça risque de prendre du temps, là, si je sors ma calculatrice. 82. Allez. Je suis la 82. plus nulle en maths, mais je pense que c'est 82. Merci encore. Donc, comme vous voyez dans ce fichier, à chaque fois, je mets une virgule. C'est comme ça que les fichiers CSV fonctionnent. Si vous regardez bien, sur la première ligne, on a dit que la première colonne, c'était date. Deuxième, c'est le nombre de cas, le nombre de contacts importés, communautaires, etc., etc. Ces informations, elles vous sont expliquées sur le fichier README. Si vous allez sur le fichier GitHub, dans la partie README, il y a une partie données normalement où on vous explique comment ces informations sont structurées. Donc, je vais revenir sur ce fichier. Donc, mon fichier, il est bon. J'ai mis 82. Si on me dit, par exemple, qu'il y a 10 personnes qui ont été guéries, j'ai mis 10 et il y a eu un mort au Sénégal. Et ce fichier est prêt d'emploi. Donc, il ne reste plus qu'à sauvegarder et à relancer ma machine. Ça devrait marcher sans problème. Donc, rappelez-vous, le serveur, il est là. Si vous regardez bien, ce serveur, il a été conçu pour se rafraîchir toutes les heures. Si vous voulez que le rafraîchissement soit automatique, il faut relancer votre serveur. Le serveur, il était là. Je l'avais lancé sur cet onglet. Je vais l'arrêter en faisant CTRL-C et je vais le relancer avec la commande qui est là, nmp start. Je le relance. Donc, dès que le serveur va démarrer, vous allez voir que les graphes qui sont là vont se rafraîchir de manière automatique. La courbe vient de changer, le nombre de morts a été update, etc. Et ces infos viennent d'être mises à jour. Donc ça, c'est le premier fichier qui s'occupe de la partie des données qui ne sont pas géolocalisées. Et il y a un autre fichier qui s'occupe de la carte. Si vous voyez bien, ici, on a une carte. Le fichier pour la carte, c'est le fichier qui s'appelle convit.geo.csv. La particularité de ce fichier, c'est qu'elle vous donne des données géolocalisées. Par ville, par commune, c'est comme vous voulez. Vous avez la possibilité de le personnaliser à souhait et rajouter l'élément qui est le plus important, c'est le nombre de cas qui est ici. Donc, si vous n'avez pas de questions, pour gérer vos données dans ce dashboard, il faut aller dans le répertoire qui s'appelle Data. Et dans ce répertoire, il y a 2 fichiers pour s'occuper des données. Oui, une question? Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Présentez-vous. Bonjour, moi c'est Diara Silla, j'appelle de la Mauritanie. Allô, vous m'entendez? Je vous entends très bien, Madame Silla. Ça va, vous allez bien? Je m'excuse, je viens d'arriver, j'avais un empêchement. Hier, j'avais essayé d'installer. Voilà, et puis j'ai installé les phrases qui manquaient. Oui. Juste quand je lance la vue, j'ai juste une petite erreur. Can't get oui. J'ai juste une petite erreur que j'arrive pas à régler ça. D'accord. Madame Silla, donc nous pouvons voir ensemble cette erreur. Si vous retournez sur le compte GitHub,
il y a un onglet qui s'appelle Issue. Si vous cliquez sur cet onglet, vous aurez la possibilité, en cliquant sur le bouton vert qui est là, de poster votre erreur. N'hésitez pas à capturer l'écran de l'erreur et à taper, à nous décrire quelle erreur vous avez sur votre machine et je me ferai le plaisir de vous assister pour passer cette étape. Allô, Madame Silla? Peut-être qu'il est parti. Ouvrir le GitHub. Non, je suis là, je suis en train de lancer le GitHub. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, la session elle est enregistrée en vidéo. On va la republier. Vous pourrez regarder encore la vidéo et voir la partie installation, comment y arriver. Mais n'hésitez pas déjà sur GitHub à poster votre erreur et on se fera le plaisir de vous répondre. Une autre question? Ah, c'est vraiment gentil. Voilà, c'est juste la seule question. Je vais essayer de relancer et voir. Après, je vous contacterai. Je peux avoir votre contact sur WhatsApp? D'accord. Je suis quelqu'un qui n'aime pas donner son numéro WhatsApp et c'est pour cela que je partage ni le Facebook, ni tous les autres outils. Donc, Madame Silla, vous pouvez m'écrire sur le GitHub et poser votre problème. Ça marche. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, il n'y a pas de souci. Là je viens d'ouvrir le GitHub. Vous avez dit d'aller où Issue, sur l'onglet Issue. L'onglet Issue. Oui, si vous regardez sur l'écran, je ne sais pas si vous avez vu. Ok. Donc, oui. Et ma connexion, elle est un peu lente, ça tourne. D'accord. Donc, dès que vous ouvrez... Ok, je suis là. J'ai ouvert l'onglet. D'accord. Et il vous suffit juste de cliquer sur le bouton vert et de taper votre erreur. Si vous pouvez faire une capture d'écran aussi de l'écran, comme ça va nous aider. Ok. Ok, ça marche? Merci encore pour la question. S'il n'y a pas d'autres questions. Pour le moment, non. Attends, j'essaie de vous envoyer l'erreur et après on verra. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Merci. Une autre question? À tout à l'heure. Pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Oui, Rapolov, on vous écoute. Allez-y, prenez la parole. Alexandre, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, donc voilà. Par contre, si vous entendez un enfant, je peux donc, moi, ma question, c'est par rapport au rafraîchissement de l'eau. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des rafraîchissements automatiques, de mettre par rapport à ça? J'ai du mal à entendre la question, mais j'ai cru comprendre que vous avez parlé de rafraîchissement. Je vais reprendre. Voilà, allez-y. Tu es à Paris, tu as une meilleure connexion que nous, donc débrouille-toi pour qu'on t'entende bien. Ouais. Bon, qui te dit que je suis à Paris? C'est pas sûr. Là, c'est mieux, non? Là, c'est bon. C'est beaucoup mieux là. Ouais, parce que j'avais fermé en fait le c'est pas... Donc, je disais en fait, est-ce que par rapport à la solution tout à l'heure de rafraîchissement de page ou de je dirais, est-ce que ça c'est envisageable ou c'est dans les options de pouvoir faire du streaming, c'est-à-dire d'avoir des flux en entrée? Oui. Voilà, donc c'était ça ma question. D'accord. Comme je l'ai montré, j'ai fait
j'ai édité un fichier qui est là. Et après avoir édité ce fichier, j'ai redémarré mon serveur. Mais normalement, je ne devais pas le redémarrer. La manière la plus simple pour déployer ce projet, c'est d'avoir les fichiers de données qui sont devant vous dans un emplacement sur GitHub et de laisser le programme dans son serveur où vous l'avez hébergé. Au lieu de pointer sur un fichier physique, tel que ça a été fait, d'aller sur un emplacement qui est en ligne. Ça va vous permettre, comme ça, si vous éditez en ligne votre fichier, automatiquement, ils vont se rafraîchir de l'autre côté. Okay. Donc, sur la solution telle que je l'ai montrée ici, dans le programme, vous verrez que cette partie-là, où on ouvre un fichier, elle est là. Si vous allez dans le dashboard, et dans le dashboard, si vous regardez bien, le premier bloc de nœud qui est là, il y a quelque part où c'est écrit data.csv, ça veut dire que c'est la partie où on ouvre un fichier local. D'accord. Et ici, on peut changer ce bout de code et le personnaliser et aller chercher un flux de données qui n'est pas en local, qui pourrait être sur un autre serveur ou ailleurs. Comment le faire? C'est très simple. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un fichier local, vous pouvez appeler ce que l'on appelle une requête. Ici, vous pouvez rechercher requête. Vous avez la possibilité ici d'appeler une requête. La requête, c'est juste taper l'URL que vous voulez ouvrir. Cette URL, elle peut être n'importe quoi. Donc, dès que vous avez votre fichier, vous pouvez le redonner ici. D'accord. Je ne sais pas. Laissez-moi vous montrer un exemple facile. Je vous remontre un exemple vite fait. Par exemple, si je retourne sur mon GitHub, comme vous voyez, j'ai le fichier data qui est là. Et je peux récupérer le fichier qui est là, CSV, et je peux prendre ce fichier raw. C'est l'URL qui me permet d'accéder directement à ce fichier. Je prends cette URL et je vais revenir sur mon dashboard, comme ça, changer ici et lui dire de pointer sur l'URL. Vous avez vu? Maintenant, je vais fermer ce nœud qui est là. C'est le plus relié au fichier local, c'est relié ici. Et je vais relier maintenant mon nœud tel quel. Je vais juste prendre ça, le déclencheur et le mettre là. Et j'appuie sur le bouton déployer. Et on ferme les yeux et on les réouvre pour voir est-ce que ça marche. Ça marche, comme vous voyez, on est revenu sur 62. C'était l'ancienne donnée que j'avais. Avec cette approche, le fait d'avoir un fichier en ligne, ou même d'appeler un fichier sur d'autres types de données, il vous est tout à fait possible d'injecter vos données en temps réel avec d'autres méthodes différentes de celles que j'ai montrées ici. Et je me ferai le plaisir de repartager avec vous ou d'améliorer cette version. Si vous voulez nous suggérer des solutions, je vous propose d'aller sur le GitHub et au lieu de nous dire que vous avez un problème, vous pourrez appuyer sur l'autre bouton qui est là, Pull Request, et de nous proposer une suggestion d'amélioration ou un code pour permettre de streamer les données. Je ne sais pas si c'est clair, cette réponse. C'est clair pour moi. J'avais juste, en fait, si vous pouvez revenir sur votre schéma, il y a un truc qui a... D'accord, je vais retourner sur... Ouais. Oui. Ouais, voilà. En fait, comme j'ai rejoint la réunion un peu tard, au niveau en fait, de l'embranchement CSV, c'est la définition de sortie du fichier, du type de fichier que vous mettez, que vous exposez. Ça peut être du JSON, par exemple, c'est ça? Oui, on peut, effectivement, on peut avoir du JSON. Dans ce cas de figure, nous avons pris du CSV. Okay. Mais il est tout à fait possible, je vais vous le montrer,
ici, dans les blocs, dans les nœuds, vous avez un nœud JSON aussi qui est disponible, que vous pouvez apporter là et avoir un flux de données JSON sans problème. C'est plus clair pour moi. D'accord. Merci. Merci encore. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Si vous remarquez bien, nous avons changé la couleur. Nous avons dit que c'était le Mali sur l'entête de notre dashboard. Mais remarquez bien, ici, ça s'appelle toujours Sénégal. Ça ne s'appelle pas Mali. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut mettre à jour la partie du bas. Si vous voulez mettre à jour cette partie qui est là en bas, il faudrait comprendre comment elle marche. Cette partie du bas, c'est ce que l'on appelle le layout. Si vous retournez ici sur notre partie admin, il y a un autre onglet, le premier, qui est l'onglet du layout. C'est comment l'information est structurée ici. Donc, dans ce layout, nous avons structuré l'information sous forme de colonnes. Nous avons la première colonne qui est là, la colonne du milieu et la dernière qui est à votre droite. Donc, ces colonnes, vous pouvez les voir facilement ici dans ce que l'on appelle les layouts. Dans le layout, vous avez les différentes colonnes et dans les colonnes, vous avez les blocs d'informations qui ont été mis à l'intérieur. Par exemple, si on regarde la première colonne que vous voyez, celle-là, on va vous le montrer. Vous regardez bien cette première colonne. On a un bouton, on a cette zone-là, ainsi de suite. Regardez bien, je vais vous montrer le bouton. Donc, je vais retourner sur le dashboard. Si vous regardez bien, on a ici un élément qui s'appelle « Changer l'affichage ». Si je double-clique dessus, ou que je clique dessus, ou que je vais sur « Modifier », j'ai les paramètres de ce bouton. Le bouton qui est écrit « Changer l'affichage » est là. Libre à vous de l'éditer facilement. Donc, l'information elle est structurée sous forme de colonnes. Les 3 colonnes sont là. Libre à vous aussi d'ajouter des tables, c'est comme ça qu'on les appelle, ou des liens. C'est quelque chose que vous pouvez structurer facilement. Regardez ce que nous allons faire. Je vais prendre un bloc d'information, le déplacer. Vous avez vu ici, on a écrit profil type. Ça se trouve dans la 3e colonne. Il m'est tout à fait possible de le déplacer sur le premier. Si je regarde bien ici, la 3e colonne est là et il y a profil type. Je peux l'éditer. Et ici, dans le groupe, je peux lui dire d'aller sur le groupe du milieu ou le premier groupe. Je vais valider, je vais publier et vous allez voir que automatiquement, ça va se déplacer de l'autre côté. Vous avez vu? Donc, l'information est structurée sous forme de blocs et ces blocs, vous pouvez les déplacer d'une colonne à une autre comme vous voulez. Pas de questions jusque-là? Je vais continuer dans la personnalisation. Donc, ce que je voulais faire, c'était changer le titre qui est là. C'est écrit coronavirus, la situation au Sénégal. Je vais le mettre au Mali. Donc, je vais repérer mon bloc d'éléments. Le bloc d'éléments, c'est celui du milieu. Celui du milieu, il est là. Donc, je vais l'éditer. Si vous regardez bien, c'est bien écrit coronavirus, la situation au Sénégal. Et maintenant, je vais écrire Mali. Après avoir écrit Mali, je vais publier et c'est joué. Là, vous voyez que maintenant, j'ai bien Mali devant moi, etc. Donc, pour le moment, ça, c'est l'ancienne version de notre tableau de bord. Donc, ce tableau de bord a évolué depuis cette version. Nous avons une nouvelle version qui est là. Donc, cette nouvelle version, elle évolue au fur et à mesure que le travail se fait et au fur et à mesure qu'on a des données qui nous viennent. Donc, ce que je peux juste dire aux personnes qui utilisent ce tableau de bord, nous allons partager au fur et à mesure les nouvelles versions du tableau de bord pour vous permettre
au fur et à mesure d'avoir de nouvelles manières de représenter l'information. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire des choses personnalisées, dites-le nous, on va le faire à votre place. Si vous ne savez pas utiliser cette technologie, je vais revenir sur cette technologie. La technologie de base de notre tableau de bord, ça s'appelle Node-RED. Node-RED est un outil formidable qui permet de faire beaucoup de choses, plus particulièrement de la programmation en temps réel. Elle est surtout utilisée pour ce que l'on appelle des objets connectés, comme les Raspberry Pi ou d'autres types de projets, etc. J'ai détourné cette technologie en utilisant un des composants de cette technologie qui est ce que l'on appelle un dashboard. Donc ça, c'est un plugin qui vient avec le Node-RED qui s'appelle un dashboard. Donc ce dashboard a été détourné pour faire autre chose que les gens ont l'habitude de faire avec. Donc le Node-RED, encore une fois, n'a rien de compliqué. Vous pouvez faire beaucoup de choses en dehors même de faire un tableau de bord. Laissez-moi vous montrer l'autre partie de ce Node-RED. Oui, une question? Bon, moi j'ai commencé un peu en retard, donc du coup je suis un peu embrouillé. Donc je me demande si ça sera possible d'avoir l'enregistrement à la fin de la réunion. Elle va être publiée, ne vous en faites pas. Vous pourrez la regarder sans souci. Donc, je disais encore que sur Node-RED, on peut travailler sur des bases de données, on peut travailler sur son Twitter, on peut faire beaucoup de choses sur Node-RED. Par exemple, sur la version que vous voyez ici, je n'ai pas installé de plugin. Je vais vous montrer vite fait. Si je voulais automatiser la publication sur Twitter avec Node-RED, je peux venir ici sur l'onglet tout à fait à votre droite. Et dans cet onglet, vous avez la possibilité de manager ou de faire ce que l'on appelle des settings. C'est comme vous, ou d'importer de l'information. Donc, nous allons aller sur la partie installer un plugin, Manager Palette, ça s'appelle Manage Palette. Ici, j'ai la possibilité d'installer des plugins ou des modules. Donc, je vais chercher un module pour Twitter. C'est comme ça, Twitter. Donc, je vais chercher un module qui va me permettre de publier automatique sur Twitter et je vais m'installer. Donc, ici, j'ai le module de Twitter. J'appuie sur le bouton Installer. Il me demande est-ce que oui, je veux l'installer. Je dis oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Node-RED va m'ajouter ici, sur la partie gauche, de nouvelles lignes qui vont me permettre de faire de la publication sur Twitter, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est en train de se dérouler? La machine est en train de taper des commandes à votre place et ces commandes vont venir se mettre ici derrière et après, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser cette technologie sans problème. Donc, dites-vous que sur Node-RED, vous avez la possibilité d'écrire des programmes sans taper des codes. Donc, je pense qu'il a fini d'installer. Donc, normalement, il me le dit. Il me dit que Twitter a été rajouté. J'ai la possibilité de récupérer des données et d'envoyer des données. Donc, je recherche Twitter. Regardez, ici, j'ai un module Twitter. Un pour récupérer et un autre pour envoyer. Si je double-clique dessus, bon, il va me demander des paramètres. Ces paramètres, je dois l'avoir chez Twitter. C'est des paramètres qui vont permettre à mon compte Twitter de pouvoir se connecter. Dès que j'ai mes paramètres, j'ai la possibilité de rechercher de l'information ou de publier de l'information. C'est comme vous voulez. Donc, c'est juste un aperçu, mais on va s'en arrêter là. Mais c'est juste pour vous dire que sur cet outil, vous avez la possibilité de faire des programmes sans écrire du code, juste en imbriquant des nœuds. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. Sinon, je vous le rappelle. On a 8 minutes, Géno, pour prendre les questions et puis échanger entre nous. Donc, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui. C'est plus une suggestion qu'une question chère. Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a quand même des différences de niveau entre les participants, des techniques.
est-ce qu'on peut peut-être réfléchir à ce que dans une semaine, 2 semaines, 3, on puisse refaire une session qui soit plus une question de questions et réponses, alors que tout le monde aurait eu l'occasion de pratiquer et d'essayer un peu au-delà de l'aspect de l'anglais issu qui est disponible au quotidien. C'est tout à fait vrai, monsieur Sow. Bon, je pense que vous laissez le temps de digérer ces infos, d'essayer par vous-même et de nous revenir sur une autre session. Je pense que libre à Cher de nous dire. C'est tout à fait possible et donc on va l'intégrer. D'autres questions, s'il vous plaît? Et si je peux me permettre, il n'y a pas beaucoup de monde qui pose des questions. Sur la partie technique, est-ce qu'on peut faire on peut surcharger en fait l'application, c'est-à-dire côté CSS, est-ce qu'on a la possibilité d'intervenir hormis l'aspect, comment dirais-je, settings de cette partie? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir son propre CSS et de l'intégrer à l'application? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, comment on fait? C'est simple, toujours au niveau des, comment ça s'appelle, des nœuds. Si vous regardez bien, vous avez ici, si vous recherchez, vous verrez, il y a un nœud qui s'appelle, tout à fait quelque part ici, templating. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, il y a un nœud qui s'appelle template. Et ce nœud, c'est de l'HTML classique. Je peux le prendre, le déposer. Et quand je vais double-cliquer dessus, il va me demander qu'est-ce que je veux faire. Je veux m'occuper de la partie header ou de l'intérieur du texte. Par défaut, il est sur le body. Sinon, je peux lui dire de faire header. Si je lui dis de faire header, libre à moi ici de rajouter une balise CSS, une balise style. Et dans cette balise style, libre à moi d'écrire le code que je veux à l'intérieur. Et ce code va me permettre d'attaquer les parties de mon bloc. Par exemple, une chose qui n'a pas été personnalisée ici, si j'avais voulu attaquer cette partie et changer la couleur, je peux regarder qu'est-ce qui est appelé, quelle balise CSS est appelée ici, et ramener cette balise sur mon code là et la personnaliser. Cette personnalisation va automatiquement s'afficher de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, donc ça veut dire bon, tu mettras un important sûrement pour passer au-dessus, quoi. Oui. Okay. Et ça, c'est la première méthode, la plus accessible, la plus simple. Rien ne vous empêche, avec un autre module qui n'est pas là, de construire vos propres templates et de les personnaliser d'une manière beaucoup plus élégante que ce que je viens de montrer. D'accord. Et juste une dernière question par rapport à la cartographie, parce que je sais que la plupart du temps, il faut avoir un compte Google. C'est de l'open source là-dessus ou c'est comment en fait? Je sais pas si... D'accord. On a opté, ou ce qui est normal, d'opter sur du OpenStreetMap. Okay. C'est ce qui est là. Donc, la carte, elle est managée ici. Si vous regardez bien, le nœud qui s'occupe de la carte, elle est managée là. Libre à vous d'opter sur d'autres systèmes de cartes différents d'OpenStreetMap. Il y a tout sauf du Google. C'est tout à fait normal parce que Google, ces derniers temps, nous fait payer son service, mais rien ne vous empêche, si vous voulez utiliser du Google, de l'utiliser. Rien ne vous empêche de le faire. Okay. Ou d'autres technologies comme vous voulez. Ok, c'est clair. D'autres questions? Bonjour, moi j'ai une question. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'ajouter plusieurs données géographiques? Là, on a ajouté des points
mais est-ce qu'il y a possibilité Oui. d'ajouter également des polygones ou des données linéaires sur la carte? C'est. Donc, l'outil, et qui, comme que je le rappelle, on utilise du Node-RED et la carte utilise une technologie qui est là, c'est le world map. Je vais cliquer dessus. Donc, si vous regardez bien, ça, c'est le world map que j'utilise. Normalement, j'ai une documentation sur le côté qui doit apparaître là. Sur la fenêtre information, on m'explique comment marche ce module. Ce module ne fait pas qu'afficher des points, elle peut aussi faire autre chose. Donc, si je clique sur le README, on va m'expliquer comment faire pour faire plus que ce que vous avez vu devant vous. Donc, ici, on vous explique d'abord comment le déployer et on vous explique aussi si vous voulez tracer d'autres types de données, comment le faire. Par exemple, des surfaces, des cercles ou d'autres choses. Tout est expliqué là. Le drawing est expliqué ici, etc. Donc, la partie carte, elle est pauvre sur cet outil parce qu'on a déployé vite fait notre dashboard et on n'a pas eu le temps de l'améliorer. Et je serais ravi avec vous de l'améliorer, cette partie carte, et d'avoir une carte vraiment plus jolie que celle que vous voyez là. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est très bien, ça répond carrément à ma question. Merci beaucoup. Et puis, on est en contact, on va se recontacter pour voir un peu comment on peut aussi apporter notre contribution, surtout à cette partie spatiale. Merci beaucoup, en tout cas, pour la générosité. Merci encore. On attend vos questions. On a fait le tour de cette session. Pour ceux qui nous ont rattrapés, ne vous en faites pas. La session est enregistrée. Nous allons la republier en ligne. Comme ça, vous verrez la partie que vous avez ratée, l'installation, la prise en main vite fait de l'outil. Comme ça, si vous avez d'autres questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter directement sur le compte GitHub. Pourquoi le GitHub? Pour moi, c'est plus simple. Parce que ça permet à tout le monde si on pose une question, tout le monde peut voir quelle est la question qui a été posée. Et si on travaille sur quelque chose, tout le monde peut voir l'évolution de cette chose. Et si les erreurs aussi sont documentées, ça nous permet d'éviter de nous répéter